Bon, je vous ai déjà parlé plein de fois d'Aurore Quéclin sur la chaîne. Pour rappel, c'est une militante féministe contemporaine qui a la spécificité de réhabiliter un marxisme actualisé au sein du féminisme. Ce qu'elle met vachement en avant, c'est notamment ce qu'on appelle la théorie de la reproduction. Cette théorie, elle est intéressante pour plein de raisons. Elle permet par exemple de dépasser l'opposition entre les activités productives du capitalisme et les activités dites improductives de l'économie domestique, donc l'opposition homme-femme en schématisant. Là où Christine Delphy, elle va jusqu'à parler de mode de production domestique et autonomiser ce mode de production vis-à-vis du capitalisme, la théorie de la reproduction, elle permet d'articuler, d'adopter une lecture globale. Il y a bien une totalité qu'est le capitalisme. L'économie domestique, elle a une fonction vis-à-vis du capitalisme, c'est pas tant que ça autonome. C'est donc une théorie qui pense le capitalisme et le patriarcat comme un tout. Et si vous voulez approfondir ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je mets tout en description. Dans l'extrait que je vous ai préparé aujourd'hui, Quéclin, elle revient sur l'histoire du féminisme, plus particulièrement ici sur l'histoire de la deuxième vague. Elle parle de la constitution du MLF, des diverses tendances de l'époque, matérialistes, marxistes, différentialistes. Elle parle aussi du rapport entre le féminisme et les organisations révolutionnaires de l'époque. Vous allez voir que c'est une histoire assez riche qui est aussi traversée par une grande conflictualité théorique. Il n'y a jamais eu un seul et unique féminisme, il y a toujours eu des féminismes. Au commencement était la deuxième vague. La lutte pour la contraception et pour l'avortement est en effet l'acte fondateur du féminisme moderne. Bien plus encore que la lutte pour l'égalité des droits politiques, en particulier pour le droit de vote. La première vague était loin d'avoir rompu avec le mouvement ouvrier. La deuxième correspond à l'émergence d'un mouvement féministe autonome. On s'attachera dans ce chapitre à présenter les grandes tendances, théoriques et politiques, qui la définissent. Le féminisme matérialiste, le féminisme différentialiste et le féminisme lutte de classe. Le féminisme matérialiste est une véritable invention française. Aucune branche du féminisme ne fut plus proche et plus éloignée du marxisme. Et pour cause, bien que le féminisme matérialiste rompe de façon nette et délibérée avec ce dernier, il conserve la méthode matérialiste pour analyser le système de domination des femmes, considérant que toute domination doit son existence et sa perpétuation à des bases matérielles. D'ailleurs, beaucoup de militantes marxistes ne s'y trompèrent pas, qui rejoignirent le féminisme matérialiste pour cette raison même. D'après les écrits des féministes matérialistes, au moment où naît la deuxième vague, le mouvement ouvrier, dans sa quasi-totalité, se révèle incapable d'en saisir la portée. Cela explique pourquoi cette deuxième vague se construit en partie aussi contre lui, et se pense comme un mouvement autonome. Cette hostilité est en grande partie un héritage du PCF. En effet, lorsque les luttes pour le droit à la contraception commencent à se développer en 1956, le parti s'y oppose fermement, influencé par le tournant nataliste de l'URSS stalinienne. Les groupes gauchistes qui se créeront hors du PCF en 68 ne rompront pas avec ce positionnement, pas plus que l'extrême gauche qui se définit comme anti-stalinienne. C'est ainsi qu'une certaine cassure s'est opérée entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe. Plus positivement, cette division a permis le développement de nouveaux instruments de lutte, comme la non-mixité, hérités de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Leur deuxième apport réside dans la notion de travail domestique, notamment théorisée par Christine Delphy. Elle considère alors qu'il est urgent de doter ce mouvement féministe naissant d'outils théoriques, en particulier parce qu'il subit la critique d'une partie des marxistes. Si Marx a élaboré une analyse très détaillée du système capitaliste, le système patriarcal, lui, commence à peine à être analysé. Il va alors s'agir pour Delphy d'élaborer avec et contre Marx, en trouvant les bases matérielles de la domination patriarcale. Elle va ainsi s'inscrire dans une position très spécifique entre continuité et rupture avec le marxisme. Il est frappant de voir à quel point elle théorise la domination des femmes par analogie avec celle de classe. De même qu'il existe un système capitaliste, il existe un système spécifique d'oppression et d'exploitation des femmes, le patriarcat. Par conséquent, il existe une classe sociale opprimée et exploitée, la classe des femmes. Aussi s'agira-t-il de prouver que la domination patriarcale est à la fois une oppression et une exploitation. Donc elle a une dimension économique, autant que symbolique, politique et culturelle. Toujours selon elle, le marxisme a tendance à dédouaner la catégorie sociale des hommes de toute responsabilité dans l'oppression des femmes, considérant que seul le système capitaliste aurait intérêt à leur oppression et en tirerait des bénéfices. Or, l'oppression des femmes présente des avantages certains pour les hommes. Enfin, Delphy reproche à l'analyse marxiste de faire de la lutte féministe une lutte qui doit être absorbée par la lutte contre le capitalisme, et de s'appuyer implicitement sur l'idée que l'émancipation des femmes sera acquise avec la Révolution. Pour Delphy, le patriarcat, c'est aussi un système inégalitaire qui, en même temps qu'il établit une distinction de genre entre deux catégories, fait de cette distinction une hiérarchisation, en subordonnant les femmes aux hommes. Et deuxièmement,
La base de ce système est d'ordre économique. Et enfin, troisièmement, la base économique est le mode de production domestique. Dans ce mode de production n'intervient donc pas la médiation de l'argent. Le mode de production domestique comprend la sphère de la reproduction, l'enfantement et l'élevage des enfants, mais aussi le travail dit ménager, avec l'exécution des tâches domestiques, ainsi qu'un travail proprement sexuel. Toute une partie de leur production, la production domestique, est à la fois invisibilisée et gratuite. Ce travail est d'autant plus invisibilisé qu'il est présenté comme naturel, comme la conséquence d'une aspiration et même d'un destin biologique. Il ne connaît aucune limite de temps et de nature, car contrairement au travail salarié, il n'est pas régi par le droit et par un contrat de travail. Ce travail a un lieu, la famille, et prend place dans le cadre d'une relation particulière, la relation conjugale, et ou maritale hétérosexuelle. Quand le travail domestique sort de ce cadre, il n'est d'ailleurs pas gratuit. Le travail des femmes est nécessaire à la société et même central. Toutes les sociétés actuelles reposent, pour l'élevage des enfants et les services domestiques, sur le travail gratuit des femmes. Ce travail, qui est la source de l'exploitation patriarcale, est commun à toutes les femmes, même s'il varie et n'est pas rétribué de la même façon selon la classe sociale. Les femmes de bourgeois, par exemple, voient leur travail domestique essentiellement permuté en un travail symbolique de représentation sociale. Quel bilan pouvons-nous tirer du féminisme matérialiste ? Sa faiblesse ne réside ni dans ses revendications ni dans ses élaborations théoriques, très poussé, mais dans son manque d'élaboration stratégique. Pendant la deuxième vague, le féminisme matérialiste défend une ligne d'autonomie dure, pouvant aller jusqu'à une forme de repli sur soi. Le féminisme matérialiste n'a pas réussi à survivre à la fin de la deuxième vague. Ces théoriciennes se sont repliées sur le milieu universitaire, et ces militantes ne sont pas restées organisées politiquement, et se sont tournées vers le domaine associatif. Il est regrettable que ce courant du féminisme, qui se définissait comme révolutionnaire, n'ait pas continué à jouer un rôle directement politique une fois la deuxième vague terminée. Mais revenons aux années 1970. Le grand adversaire du féminisme matérialiste pendant la deuxième vague est le féminisme différentialiste. Il a pour principale représentante Antoine Fouque, fondatrice du courant du MLF Psychanalyse et Politique, surnommé Psychépo. Face au féminisme matérialiste, qui soutient qu'il n'existe pas de différence naturelle entre hommes et femmes, mais uniquement des différences socialement construites, le féminisme différentialiste revendique les différences, mais dans un sens positif, pour revaloriser les caractéristiques féminines. Il entend soutenir l'égalité dans la différence. Les hommes et les femmes sont différents, mais complémentaires. La nature de cette différence est d'abord biologique, mais elle se retraduit dans tous les autres aspects de l'existence. Pour les féministes matérialistes, cette position est une forme d'essentialisme à combattre. Il existait aussi un troisième courant au sein du MLF, largement oublié depuis, le féminisme lutte de classe. En France, le féminisme marxiste a eu une production théorique plus limitée que dans le monde anglo-saxon. Il a également souffert de l'hégémonie du féminisme matérialiste, qui a en outre eu tendance à minorer son investissement pendant la deuxième vague. Pour cet ensemble de raisons, il a laissé peu de traces. Josette Tratt parle, à raison, d'une histoire oubliée du courant féministe lutte de classe. Il y a eu peu de débats entre féminisme et marxisme en France. De nombreuses militantes ont rompu avec leurs organisations marxistes pour rejoindre le féminisme matérialiste, et nombre de militants marxistes traditionnels ont délaissé cette question. Cela a été préjudiciable des deux côtés. Le féminisme matérialiste n'a pas su concevoir une stratégie féministe hors mouvement, en partie probablement parce qu'il s'était coupé de l'héritage marxiste. Du côté marxiste, cela a conduit à une absence criante d'élaboration théorique, stratégique, programmatique sur le féminisme. Pourtant, le féminisme marxiste a bel et bien existé. Il s'est notamment développé au sein de trois organisations, l'Alliance marxiste révolutionnaire, Révolution, et la Ligue communiste révolutionnaire. Pourquoi son héritage a-t-il été à ce point perdu ? Cela reste à discuter, mais deux facteurs semblent avoir joué. D'une part, le désintérêt des organisations marxistes pour cette expérience. D'autre part, le relatif sectarisme d'une partie des militantes du MLF, qui ont raconté l'histoire de la deuxième vague sans tenir compte des militantes marxistes qui y avaient participé. Enfin, la position qu'a prise un certain nombre de militantes lutte de classe au moment de l'affaire du voile, illisible pour une nouvelle génération de féministes. Il faut noter que la situation a été bien différente dans le monde anglophone, où la deuxième vague a entraîné un vrai questionnement au sein du féminisme marxiste. Il existe différentes tendances dans le féminisme marxiste, liées à des désaccords quant à l'analyse de la domination des femmes, mais aussi, plus classiquement, quant à l'interprétation du marxisme. Une partie de ces féministes marxistes sont ainsi sur des positions proches des féministes matérialistes, même si certaines pouvaient être très fortement opposées aux thèses de Delphi, mais elles ne rejettent pas le marxisme et essaient de penser ensemble patriarcat et capitalisme, alors que les matérialistes ont eu tendance à se focaliser sur le patriarcat indépendamment du capitalisme.
Ces féministes marxistes ont largement débattu de la question du travail domestique. Juliette Mitchell, Margaret Benston, Maria Dalla Costa, Selma James ou encore Silvia Federici. D'autres féministes marxistes ont défendu ce qu'on a appelé une théorie unitaire. C'est le cas notamment de Lise Vogel, qui contribue à fonder la théorie de la reproduction sociale. Ces textes, non traduits en français, s'ancrent dans des enjeux et des débats qui ont peu existé en France. On peut y voir une particularité du marxisme français qui a résisté à la réflexion féministe. Les féministes matérialistes ne sont pas les féministes radicales anglo-saxonnes. Elles sont en réalité bien plus proches des féministes marxistes. En France, on peut dire que, d'une certaine façon, les matérialistes ont joué le rôle des féministes marxistes en s'opposant au féminisme différentialiste. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.